Bonjour et bienvenue dans cette session d'information dont voici le sommaire. Le budget national, les attributions, organisation et fonctionnement des ministères, la recrudescence de la vindicte populaire, tels sont les principaux sujets au menu du Conseil des ministres tenu ce mercredi au Palais de la Marina. Autre titre à suivre dans ce journal, le don de la mairie d'Abomey-Calavi aux handicapés du centre de formation d'Akasato. Ce don est constitué de tricycles et de vivres. Les précisions dans un instant. Et en page Afrique de ce journal, 35 réfugiés de la crise ivoirienne sur les 7000 vivants en Guinée sont rentrés ce mardi soir à Abidjan. Les détails dans cette édition d'information. Voilà pour le sommaire. Je vous l'annonçais en titre, le budget national, les attributions, organisation et fonctionnement des ministères, la recrudescence de la vindicte populaire sont les principaux sujets au menu du rendez-vous hebdomadaire du gouvernement en présence du chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon. En voici un extrait. Le Conseil a adopté le projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement des 4 ministères suivants. Le ministère des Enseignements maternels et primaires, le ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le Conseil vient ainsi de boucler l'examen et l'adoption des décrets portant attribution, organisation et fonctionnement des 20 ministères. Le ministre de la Justice et de la Législation et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique ont présenté une communication conjointe sur les mesures envisagées pour réprimer les actes de vindicte populaire qu'on observe ici ou là. Le gouvernement saisit cette malheureuse occasion pour rappeler le respect de l'article 8 de la Constitution de notre pays qui dispose « La personne humaine est sacrée et inviolable. L'État a l'obligation absolue de la respecter et de la protéger. » Au-delà de ce rappel, notre pays doit respecter les engagements internationaux en matière de promotion et de protection des droits humains. En conséquence, le gouvernement réprouve fermement ces exactions et la justice expéditive qui viole le principe du respect des droits de l'homme. Et c'est pourquoi, pour décourager de tels actes, qui sont des actes ignobles, le Conseil a instruit les ministres de la Justice, de la Sécurité publique et de la Défense au fin de faire procéder avec diligence à des enquêtes sur tous les cas de vindicte populaire survenus et non prescrits, d'appréhender et de poursuivre les auteurs, les co-auteurs et les complices. Par ailleurs, le Conseil des ministres appelle à la retenue les animateurs de réseaux sociaux et les spécialistes de reproduction photographique ou en photomontage de scènes d'horreur. Rien n'a été tranché au Bénin, qui reste fondamentalement un pays accueillant et de paix. Le ministre de l'Économie numérique et de la Communication fera prendre les dispositions pour faciliter l'accès aux organes de presse afin que des actions de sensibilisation permanente des populations soient engagées. À l'issue de ce conseil, quelques nominations ont été prononcées. De la Marina, rendons-nous maintenant à la mairie d'Abomey-Calavi. Une délégation du conseil communal d'Abomey-Calavi
conduite par le maire Georges Bada, a procédé ce mercredi à une remise de dons constituée de tricycles et de vivres aux personnes vivant avec handicap au centre de formation d'Akasato. La cérémonie de remise de ce don s'est déroulée dans le dit centre. Et puis, le compte rendu est signé de Morille Arnaud Agua et de Denis Marouya. C'est le maire de la commune d'Abomey-Calavi qui a remis au nom du conseil communal un lot de vivres et de tricycles aux personnes vivant avec handicap en formation au centre de formation professionnelle des personnes handicapées d'Akasato. Pour Georges Bada, ce centre occupe une place importante dans la politique du conseil communal d'Abomey-Calavi pour l'autonomisation des personnes vivant avec handicap. Ils peuvent réellement compter sur le conseil communal d'Abomey-Calavi pour leur venir en aide, pour les soutenir, parce que ce centre est important dans la commune et dans notre pays. Parce que qui dit handicapé ne doit pas s'attendre à ce que ce soit des gens abandonnés. Ça doit être des gens dont nous devons prendre soin et dont nous devons être amenés à intégrer dans notre société. Nous voyons déjà tout l'effort que fait le directeur, tout l'effort que fait le personnel ici présent. Ils ont notre soutien en tant que conseil communal. Le porte-parole des bénéficiaires de ce don exprime leur gratitude au conseil communal d'Abomey-Calavi et au maire en particulier. Vous êtes venus soulager une grande partie de nos peines. Seul Dieu, l'Éternel, saura vous bénir. Kossi Anthony Amessi profite pour énumérer quelques-unes de leurs doléances. Nous avons besoin de votre soutien pour réfectionner le reste des paillotes pour que notre formation soit en bonne et due forme suivie. Également, dans nos sessions aussi, nous avons besoin de certains matériels pour mieux exercer ce pourquoi nous sommes venus ici. Ce centre contribue énormément à la formation des personnes vivant avec handicap à travers les métiers de l'artisanat et de l'élevage. Le directeur du centre, après avoir fait visiter les lieux au maire d'Abomey-Calavi et sa délégation, lance un appel aux personnes de bonne volonté. Je pense que l'État a bien fait de créer ce centre. Et qui parle de situation de handicap n'est pas l'affaire de l'État seul. Ça nous concerne tous. Donc, et que ce soit personne physique ou personne morale qui trouve la nécessité vraiment de nous accompagner, notre porte est grandement ouverte. Georges Bada et sa délégation sont repartis du centre de formation des personnes handicapées d'Akasato, fiers du rôle et de la place qu'il occupe dans la commune d'Abomey-Calavi. Autre volet maintenant, le journal La Croix du Bénin a présenté ce mercredi matin les fruits de ses recherches sur la modernisation de l'agriculture et la sécurité alimentaire. Ce sujet a été débattu à travers le dossier intitulé « Mécanisme de l'agriculture, les éléphants blancs d'Iaï défient talons ». Cette rencontre, la 6e du genre, depuis la mise en œuvre du le projet Média, intitulé bien évidemment Média pour le développement au Bénin, voilà j'y arrive, s'inscrit dans le cadre de la promotion de bonne gouvernance et de la consolidation de la démocratie. Reportage Fréjus Seoulan et Denis Marouya. À l'entame de la conférence, le communicateur a invité l'assistance à une observation surprenante et insoutenable, celle d'un tracteur qui, tel un artifice, gît dans une ferme à Parakou. Acquis en 2012 par son propriétaire, ce dernier aurait confié que l'engin n'a jamais fonctionné. Cette image vient illustrer la situation des machines agricoles achetées par l'État béninois sous le régime de Boniaï à près de 20 milliards de francs CFA. Au-delà des pièces de rechange et machines agricoles qui, pour les unes, croupissent sous les bâches de l'Agence du développement pour la mécanisation de l'agriculture et pour les autres qui sont exposées aux intempéries, se trouvent des malversations financières. Ce sont là quelques conclusions auxquelles a abouti l'enquête du journal La Croix du Bénin sur la mécanisation de l'agriculture au Bénin. Ce dossier machines agricoles semble n'avoir été qu'un marché de dupes, surfacturation, achat de machines de qualité douteuse, délit d'initié, c'est-à-dire création opportuniste de sociétés par les responsables du programme et leurs proches pour bénéficier des marchés,
passation de marché de gré à gré en violation des dispositions du Code des marchés publics. Mécanisation de l'agriculture. Les éléphants blancs de Yaï défient talent. De ce dossier du journal La Croix, publié le 15 avril 2016 dans le cadre du projet Média pour le développement du Bénin, financé par Open Society Initiative for West Africa, on peut retenir quelques messages. Les machines agricoles ne sont en définitive que des milliards de nos francs gaspillés et convertis en ferraille. Que des cadres béninois du secteur agricole sont au banc des accusés. Cette enquête nous a finalement permis par ailleurs de constater simplement l'échec de la politique de la mécanisation de l'agriculture sous le président Yaï. Cette enquête vient également lancer quelques défis à l'endroit des dirigeants actuels, dont l'urgence d'un état des lieux pour relancer l'agriculture et redonner espoir aux paysans. Ce dossier des machines agricoles doit nécessairement amener nos députés de la 7e législature à interpeller le gouvernement du président Talon pour éclairer la lanterne des Béninois sur les 20 milliards, je dis quand même 20 milliards environ, des contribuables béninois partis simplement en fumée. Selon le directeur de publication de la Croix du Bénin, cette investigation est constructive et a pour seul but la bonne gouvernance et l'intérêt général. Il ne s'agit pas de telle ou telle personne, il s'agit de la nation béninoise. Il ne s'agit pas de nous autres non plus. Et quand il s'agit du Bénin, les individus doivent s'effacer. Les intérêts personnels doivent s'effacer. C'est clair. Il ne s'agit pas non plus de chasse aux sorcières, mais il s'agit de donner contenu aux concepts qu'eux-mêmes ont élaborés. Rupture. Des compléments d'information ont été apportés par quelques participants et les souhaits sur ce dossier sont unanimes. Que des sanctions soient prises à l'encontre des acteurs, quels qu'ils soient, et l'adoption des mesures idoines pour permettre au Bénin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Volet religion maintenant, 3 ans qu'on attendait cela, la nomination d'un nouveau père pour l'archidiocèse de Cotonou. Depuis le 25 juin dernier, c'est fait. Le successeur de Monseigneur Antoine Gagné à Nantes, Roger Rongbedji. Comment sa nomination a-t-elle été accueillie dans l'archidiocèse de Cotonou et quelles sont les attentes de cet archidiocèse vis-à-vis de son nouvel évêque? La réponse est dans un reportage signé de Antoinette Sagbo et Fréjus Fiossi. Frère Roger Rongbedji est le futur archevêque de Cotonou, une nomination dont sont fiers les prêtres de cet archidiocèse. C'est vraiment un don de Dieu pour non seulement le diocèse de Cotonou, mais pour l'Église du Bénin et pour l'Église universelle. Je trouve que c'est très bien qu'un religieux devienne évêque parce que, comme je le dis souvent, le vrai religieux est appelé à une vie de détachement et une vie vouée aux autres. Et en tant qu'évêque, il va inculquer un peu cette vertu du détachement. Et en même temps, le religieux vit pour les autres. Il vit dans la communauté et il sert la communauté. Et cet esprit de service qui se fait dans l'obéissance et dans la pauvreté totale, je crois que ça va apporter un plus à l'église de Cotonou. Chez les frères dominicains de l'ordre des prêcheurs, ordre dont est issu Monseigneur Roger Rongbedji, le sentiment de fierté au sujet de sa nomination est le même. C'est pour nous une grande joie et puis une action de grâce au Seigneur parce que, comme tout le monde, on ne s'y attendait pas du tout à cette nomination, à ce choix qui porte sur le frère Roger Rongbedji. De plus, les dominicains ne tarissent pas d'éloges sur leurs confrères lorsqu'il s'agit de parler de ses qualités. Il a les compétences nécessaires et j'allais même dire le charisme pour assumer pleinement cette responsabilité. C'est un modèle pour nous. C'est un homme d'abord
très humble, très ouvert, toujours disposé à écouter ses frères. On pourrait même l'appeler notre mère, puisqu'il a le souci de veiller sur chacun de ses frères. Et je crois que l'Église ne s'est pas trompée en lui confiant cette charge-là. Et quelles sont les attentes des prêtres de l'archidiocèse de Cotonou vis-à-vis de leur nouvel archevêque? En matière d'attente, je devrais plutôt parler de ce que nous, comme prêtres diocésains, nous pouvons offrir. Puisque l'évêque vient, il ne faut pas attendre de lui qu'il fasse un miracle. C'est plutôt prière pour que nous cheminions ensemble dans la même barque avec lui et que nous nous laissions guider par l'Esprit du Seigneur qui, nous croyons, va remplir son cœur et guider lui-même et toutes ses décisions. Ma première attente qui répond aux attentes du peuple de Dieu. Car le peuple de Dieu est là qui l'attend. C'est-à-dire qu'il s'ouvre au plan d'amour de Dieu, qu'il collabore, qu'il soit en connivence avec le plan d'amour de Dieu, et que le peuple aussi l'accueille. Le peuple soit disposé à l'écouter et à lui faciliter la tâche. Et mes attentes se transforment en prière pour lui. C'est que l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui fait les pasteurs, qui fait les prophètes, qui fait les apôtres, eh bien que cet Esprit l'aide à être le Père de son Église, le Père du peuple de Dieu qui est à Cotonou, à être un bon pasteur selon le cœur de Dieu. Une mission que la Fraternité Saint-Dominique de Cotonou va aider l'archevêque à accomplir, surtout qu'elle assimile son choix à une action de grâce en cette année de la célébration du jubilé de ses 800 ans d'existence. Restons toujours à l'Église par rapport à l'actualité liée, bien évidemment, à la nomination du nouvel archevêque de Cotonou. Pour suivre maintenant quelques fidèles chrétiens catholiques à propos de la nomination. Un nouvel évêque, c'est une grande joie pour moi, d'autant plus que l'autre a atteint déjà 78 ans d'âge. C'est vraiment important, il faut qu'il aille se reposer. Donc nous souhaitons pour l'évêque d'accomplir sa mission et dans la paix de Dieu et que l'Esprit Saint l'accompagne. Oh, mes impressions sont les bonnes, puisque l'archevêque sortant il est fatigué. On lui souhaite une bonne retraite. Et par rapport à l'archevêque élu, le Père Roger, que l'Esprit Saint l'assiste dans ses nouvelles fonctions et qu'il soit un bon berger pour ses troupeaux. C'est qu'il soit à l'écoute des fidèles et surtout les jeunes qui ont tendance à ne plus venir à l'église, pour que ces fidèles sentent au moins que les pères, ceux qui sont à la tête de l'église, prennent en charge leurs différentes préoccupations. L'ancien archevêque a conduit sa mission, suivant sa vision jusqu'à un certain moment. On a un nouvel archevêque. Bienvenue à l'archevêque Mbedji. Il a été formé un peu partout en Afrique de l'Ouest et qui vient de la Côte d'Ivoire et d'ailleurs. On sait que la vision de l'Église à son niveau doit être différente forcément de ce qu'on a connu jusque-là. Donc on attend rapidement ses premières actions pour pouvoir porter un regard sur le nouveau visage qu'il va donner à l'Église au Bénin. L'actualité se poursuit maintenant hors des frontières du Bénin. Un premier groupe de 35 réfugiés de la crise ivoirienne sur les 7000 vivants en Guinée est arrivé ce mardi à Abidjan, accompagné d'un représentant du Haut Commissariat aux réfugiés HCR. Ils sont accueillis par le ministre ivoirien de la Cohésion sociale. Nous espérons que cette première vague va augurer d'un retour massif de près de 7000 réfugiés qui sont encore sur le sol guinéen, a déclaré le représentant du HCR, M. Mohamed Askia Touré, que je vous invite ici à suivre. Je suis en joie, je suis joyeux d'avoir retrouvé mon pays en paix et je suis très content. Je suis content de rentrer chez moi parce que je vois que le pays est stable. Et on est dans la joie parce qu'on est sorti en la guerre, on est rentré aussi en la joie. Dieu merci aussi. Il faut que les enfants viennent grandir dans leur pays. Nul ne souhaite vivre en exil. Et malheureusement, ce sont des frères et sœurs qui, pour des X raisons, sont partis du pays. Aujourd'hui, ils ont répondu à l'appel du président de la République. Ils rentrent chez eux, les enfants vont grandir dans leur pays, ils vont partir à l'école dans leur pays.
et puis leur avenir est tout tracé. C'est une frontière qui nous a été hermétiquement fermée et aujourd'hui pour la première fois nous voyons un retour qui commence à partir de la Guinée. Donc, nous avons une trentaine de réfugiés qui rentrent aujourd'hui par voie aérienne parce que la frontière terrestre est fermée. Donc nous espérons que cette première va augurer d'un retour massif de près de 7000 réfugiés qui sont encore sur le sol guinéen. En dehors du représentant, bien évidemment, du HCR, vous avez aussi suivi quelques ressortissants ivoiriens du retour au Bécaye. Jugé dans un scandale d'utilisation de fonds de l'État pour la construction d'un bâtiment privé, le président sud-africain Jacob Zuma doit rembourser une partie de ses fonds. Selon les recommandations du Trésor public de ce pays, le président Jacob Zuma devrait rembourser à l'État 500 000 $ dans le scandale de sa résidence privée, notamment pour la reconstruction d'un poulailler et d'une piscine. L'opposition qui avait saisi la Cour constitutionnelle de ce pays s'est félicitée de cette décision, tout en regrettant le montant de la somme réclamée trop faible selon elle. Jacob Zuma a la climatisation chez lui. Il a des ascenseurs chez lui. Ce ne sont pas des mesures de sécurité. Et pourtant, elles ont été payées par les contribuables sud-africains. Nous savons qu'il y a déjà une action civile contre son architecte pour 155 millions de rands. Je vais aussi m'intéresser à toutes les accusations criminelles que j'ai contre lui. Il s'agit d'une affaire de corruption et de racket. Nous n'arrêterons pas tant que Zuma n'est pas amené devant la justice. La somme que Zuma a été ordonné de rembourser est très minime. Je crois que c'est un compromis. À mon avis, le Trésor a dit, eh bien, vous devez 50 millions de rands, environ 20 sur 25% du coût total de Nkandla. Mais il y aurait eu une réaction tellement violente de la classe politique ou de la part de Zuma qu'ils en seraient venus aux mains encore une fois. Les élections régionales approchent dans notre pays, donc je pense que c'est un compromis politique entre les institutions qui sont responsables pour que cette affaire soit enterrée et ne devienne pas un problème électoral. Le leader de l'opposition qui conteste la réélection en février du président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 30 ans, avait été interpellé le 11 mai après avoir organisé avec son parti une prestation de serment alternative lors de laquelle il avait été intronisé président de la République ougandaise. Il est retourné à la prison de sécurité maximale de Luzira dans la capitale Kampala dans l'attente de sa prochaine comparution prévue pour le mois de juillet prochain. Suivez ici quelques précisions à propos. Je suis extrêmement préoccupé par le retard des enquêtes dans cette affaire. J'ai dit que j'étais inquiet concernant des menaces de mort. Votre administration a alloué 2 semaines pour la conclusion des enquêtes et j'espère vraiment que les enquêtes peuvent être faites dans le délai dans lequel ils doivent conclure. S'ils ont des preuves, ce dont je doute, pourquoi ils ne les présentent pas au tribunal? Eh bien, c'est tout pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi sur Eden TV et passez de bons moments en notre compagnie. Bon appétit.